Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, un spécial santé. On accueille le docteur Jérémy Knebul, il est pharmacien de son état et pourtant vous allez voir, il connaît plein de trucs pour aller mieux sans forcément passer par la case médicaments. Il est l'invité du Grand Oral. L'anti-sèche de Guillaume Buan, l'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes et l'actu, c'est cette probable découverte exceptionnelle. Enfin, la découverte a été faite, c'est son caractère exceptionnel qui est probable. Découverte lors des fouilles menées à Notre-Dame de Paris. Elle renvoie à la fois au programme d'histoire et de français. Beaucoup de français tout de même. L'heure de la récré, toujours avec Guillaume, il vous présentera Harry. Il a 18 ans, il est anglais, il a réussi le tour de la Grande-Bretagne en bateau électrique. Et puis rendez-vous en fin d'émission avec Amélie Paris, un anniversaire dans la chronique Les années collège, les 24 ans des stars inoxydables des cours de récré que sont les Pokémon. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand Oral. C'est un livre que je vous invite à ranger non pas près de l'armoire à pharmacie, encore que, mais sur la table du salon. En tout cas, le temps que toute la famille y ait jeté un œil, à commencer par les plus jeunes. Son titre, Médoc ou pas Médoc, on parle pas du vin, on parle bien des médicaments. Et c'est une coédition, oui, je fais des blagues parfois en début d'émission, c'est comme ça. On parle pas du vin, mais des médicaments. Et c'est une coédition Dr Good Solar, son auteur, le docteur Jérémy Knebul. Bonjour. Bonjour. Docteur, pas depuis longtemps en plus. Non, récemment, le 30 août, ouais, effectivement. Un mois, quoi. Ouais, ça c'est en pharmacie. Oui. Un petit mot sur ce qui vous a donné envie de devenir pharmacien, parce que je crois qu'il y a une jolie histoire derrière. Oui, effectivement. Donc j'ai une grand-mère qui a été secrétaire médicale et qui a toujours rêvé de faire médecine, d'être dans la santé de manière générale. Malheureusement, elle n'avait pas forcément les moyens. Et voilà, et moi, mes parents ont beaucoup travaillé pour justement me fournir la meilleure éducation possible, me permettre d'accéder à des études supérieures. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup passionné dès le plus jeune âge. Et puis voilà, donc je me suis lancé après mon bac dans les études de santé. Et voilà, je viens de devenir docteur en pharmacie depuis peu et très félicitations. Content. Merci beaucoup. Bon, celles et ceux qui nous regardent ou même qui nous écoutent ont peut-être reconnu, mais ça me dit quelque chose celui-là, parce que vous êtes très présent en fait déjà sur les réseaux sociaux. Docteur JFK. Alors yes. Le J on l'a, Jérémy, le K on l'a, Knebul. F, c'est mon deuxième prénom. Alors, wow, je vous donnerai ça tombe pas, bien quand même. Ça va rester discret, mais effectivement. D'accord, Francis. Non, ça ne marchera pas. Vous ne l'aurez pas. Non. Franche? Non. Fanfan? Non plus. Mince. Qu'est-ce qui vous a donné envie, en tout cas, à un moment donné, de partager vos conseils santé sur les plateformes comme TikTok, Insta, Facebook ou YouTube, puisque je crois que vous êtes absolument partout. Oui, j'essaie d'être sur le plus de plateformes possible. Alors, ça date d'énormément de temps. Ça fait à peu près une dizaine d'années que j'avais découvert YouTube, un petit peu tout ce qui s'ensuit avec les podcasts à l'époque. C'est un univers que j'aime beaucoup et j'ai grandi avec justement toutes ces plateformes, les réseaux sociaux, le développement des réseaux sociaux. J'ai apprécié toutes ces thématiques, ces formats, ce développement-là. Et arrivé au début des années collège à peu près, je me suis lancé sur les jeux vidéo. Donc à l'époque, c'était de mon temps. Comme un certain nombre. Voilà, ça continue quand même. Oui, ça continue effectivement. La sphère des influenceurs. Oui, bien sûr. La majorité ont commencé par là. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. J'avais bien marché à l'époque et après pour les études, etc. La première année est très très compliquée. J'avais stoppé. Et je me suis dit que si ça me plaisait toujours, je recommencerai, je reviendrai, mais plus sur les jeux vidéo, avec quelque chose qui me passionne pour le futur, pour ma profession et donc dans la santé. Et j'ai commencé donc sur TikTok, je me suis un peu élargi sur Facebook, Instagram, puis vient YouTube. Et voilà, ça a très vite pris, ça a fait pas mal de bruit. Et puis je trouve ça important parce que ça permet d'apporter beaucoup d'informations sur une grande vaste population, le grand public. J'essaie de toucher justement beaucoup de gens, notamment les jeunes, sur les réseaux sociaux. On pourra en parler. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Docteur JFK, le F c'est pour Fernand. Non plus. Putain, j'ai essayé pendant toute l'émission. Vous y étiez presque. J'y étais presque. Ouais, juste avant. Juste là maintenant. Fernand, je suis pas loin. Ferdinand. Peut-être. Allez, on va le craquer d'ici la fin de l'émission. Les jeunes, ils ont des préoccupations particulières et des sujets dont on leur parle peut-être pas assez et d'autres pour lesquels il faudrait peut-être les sensibiliser. Oui, c'est important. Plus exemple de sujet. Je pense aussi notamment à l'endométriose. Ouais. Je pense que c'est un sujet important. Donc dans le livre, je parle des maux du quotidien de manière générale. Donc on a les maux de tête, les maux de ventre. Je parle également du sommeil. C'est super important. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à dormir, qui ont une hypersomnie ou des insomnies. J'aborde aussi la sexualité de manière générale. Ce sont les questions qui m'ont été le plus posées sur les réseaux sociaux. J'ai essayé de prendre les grandes thématiques. Pour moi, il y en a 4 qui sont beaucoup ressortis. Donc les maux du quotidien, le sommeil, la sexualité et la santé mentale. Et dans ces grandes thématiques, j'ai élaboré des petites fiches avec les questions les plus posées. C'est super vivant. Il faut que je vous prends la page au pif. Ça marche avec toutes les pages. Zou, voilà. Vous voyez. Super bien. Rien qu'à l'œil, on le comprend. Et si vous nous écoutez en podcast, puisque l'émission est désormais en podcast, je vous le décris vite. C'est bourré d'encadrés. Il y a de la couleur, du vert un peu fluo essentiellement. Ouais, on s'y repère. Il y a plein d'anecdotes aussi. Les deux ennemis contre lesquels vous vous battez, c'est la désinformation médicale et l'automédication. Oui, c'est important parce que
On a beaucoup de gens pour un petit mot de tête, on peut se dire Oui. voilà un mal de tête c'est pas nécessaire, on prend juste un petit paracétamol, Oui. voilà. Moi je pense que un mal de tête ça peut cacher peut-être quelque chose de sous-jacent, donc c'est important d'aller consulter son professionnel de santé, son médecin traitant. Ah, ça va. Alors, on sait jamais. Moi, je pense que, enfin, je vous l'apprends pas, mais la santé, c'est le truc le plus important. C'est la chose à prendre soin tout au long de sa vie. Ouais. On est avec un capital santé. C'est nos choix, nos actions, notre mode de vie au quotidien qui vont déterminer si on va le conserver ou non. Donc, c'est important d'en prendre soin. Et voilà, je pense que c'est important. Jérémy Knebul, invité du Grand Oral, on le retrouve juste après l'anti-sèche et vous aurez compris que c'est un pharmacien qui ne sait pas forcément de vous vendre des médecins parce que ça on va le raconter. Quand vous avez mal à la tête, il ne vous dit pas tout de suite prends une pilule, il va vous poser plein d'autres questions. On le retrouve juste après l'anti-sèche. Guillaume Buon. Bonjour Guillaume. Bonjour Emmanuel. Vous allez bien? Ça va. On part pour Notre-Dame dans l'anti-sèche aujourd'hui. Vous savez qu'on cherche toujours des actus qui résonnent avec les programmes. Et alors là, on est servi, puisque après l'incendie de la cathédrale, des fouilles archéologiques ont été entreprises. Un cercueil a été découvert. On a ouvert le cercueil. Et a priori, il y a bien un illustre poète à l'intérieur. C'est en tout cas ce qu'on a pu lire dans certains journaux dans le monde. Effectivement. Qui est-il? On va en parler dans quelques instants. Mais sachez que ce sont les archéologues de l'Institut national de recherche archéologique préventive qui ont trouvé donc, il y a 2 ans de cela, à seulement quelques mètres de distance l'un de l'autre, à la croisée du transept au cœur de la cathédrale, 2 sarcophages donc en plomb qui ont été donc repérés, découverts. Il y en avait un qui était facilement identifiable puisqu'il y avait une épitaphe dessus et c'était Antoine de la Porte entre donc 1627 et 1710 pour ses années de naissance et de mort, chanoine de Notre-Dame pendant 50 ans. Le second, c'est un homme âgé d'une trentaine d'années. Ça restait mystérieux. Il semblerait que ce soit Joachim du Bellay. Alors, où ce cercueil déjà a été trouvé? La réponse du paléo-anthropologue, biologiste et professeur d'anthropolobiologie. Anthropobiologie, Merci beaucoup. Effectivement, à l'université de Toulouse, c'est Éric Crubézy. Il est au micro de France Culture dans l'émission Les Midis de Culture. Je vous conseille. Le cercueil qui nous intéresse a été trouvé à la croisée du transept, qui était un lieu qui était très particulier. Et une grande partie de l'enquête a été d'essayer de comprendre comment ce cercueil aurait pu se retrouver là. On développe 2 hypothèses. La première, c'est qu'il aurait été mis dans une sépulture provisoire. Et la deuxième solution, c'est qu'en fait, les gens qui ont été inhumés à la croisée du transept, on n'en a pas beaucoup. Mais ceux qui ont été inhumés à la croisée du transept étaient des gens comme lui, qui n'avaient pas de titre religieux important, mais qui en revanche avaient servi, ou avaient été donateurs de Notre-Dame, ou avaient servi le chapitre. Et Joachim du Bellay avait été un représentant du cardinal et du pape. Alors pendant 1 an, personne n'y a touché. Ce cercueil est resté intact. Personne n'a regardé. Personne n'a fouillé, mais c'est en fait à l'occasion de la diffusion d'un film et d'un portrait robot qui a été fait sur ce cercueil qui a été retrouvé, qu'Éric Crubézy a voulu aller un peu plus loin. Il a enquêté et pour lui, donc ça pourrait être Joachim du Bellay. Une nouvelle fois, écoutez, c'était sur France Culture, il s'explique. C'est au cours de cette étude, si vous voulez, qu'on s'est aperçu que le sujet avait été autopsié, qu'il avait été embaumé et qu'il présentait les signes d'une tuberculose osseuse et cervicale. Et donc c'est un peu ce qui a lancé l'enquête. Joachim du Bellay, on le croise quand on fait des études de français. La Pléiade, le grand poète. Effectivement, la Pléiade. Il y a des souvenirs quand même. Je vois ça. Mais ouais. Moi, je ne partirai pas sur ce terrain-là. Non. Mais oui, effectivement, la Pléiade, ça parle à tout le monde. Cette enquête, justement, il y avait énormément d'indices, bien qu'on puisse se dire que ce cercueil soit quand même bien âgé. Écoutez. Il y avait son âge, il est décédé aux alentours de 35 ans, et on sait qu'à Notre-Dame, quand on regarde les épitaphes, les sujets décédés en dessous de 40 ans représentent que 3% de l'ensemble des sujets ici. Et ensuite, il avait une tuberculose cervicale, et donc on a une idée, si vous voulez, de combien de sujets dans la classe d'âge entre 30 et 40 ans pouvaient, au XVIe ou XVIIe siècle, présenter une telle pathologie, et c'est de l'ordre de 0 à 3 pour 1000. Ensuite, je me suis lancé dans différentes investigations et j'ai trouvé, je dirais quasiment par hasard, un texte de Jean Baudin, qui était un humaniste français fort connu, et à un moment il dit Joachim du Bellay décède d'une encéphalose. Et oui, les analyses effectuées à l'Institut médico-légal du CHE de Toulouse, on reste donc dans le sud-ouest, ont permis d'en savoir un peu plus sur justement cet inconnu des formations de son os, la forme du bassin également, son coccyx puisqu'il montait à cheval, ça aussi on le savait à l'époque, son crâne qui sciait, son sternum fracturé. Ça montre que effectivement il a donc été autopsié avant d'être embaumé, mais ça n'est pas tout.
on avait, si vous voulez, cette certitude que, d'une part, Joachim du Bellay avait bien une méningite chronique, et en même temps, on avait la preuve qu'il avait ça à l'autopsie et qu'il avait été autopsié. Donc, on savait la tranche d'âge, très rare à Notre-Dame, 3%, la tuberculose cervicale qui touche 3 sujets pour 1000 dans sa tranche d'âge à cette époque-là, et ensuite l'autopsie et le fait qu'il avait une méningite chronique. Donc, si vous voulez, on a un faisceau d'arguments qui nous permet d'envisager sérieusement Joachim du Bellay. Et les équipes de l'INRAP donc travaillent depuis 5 ans à ce programme de fouilles archéologiques à l'intérieur, à l'extérieur de la cathédrale. Là aussi, une cinquantaine de spécialistes ont œuvré lors de 14 opérations justement. Rappelons que Notre-Dame de Paris va réouvrir ses portes. Ce sera à la fin de l'année. Ce sera aux alentours, si la mémoire est bonne, du 8 décembre, si je ne me souviens bien. Je vous en laisse la responsabilité. Merci, cher Guillaume, on corrigera au besoin. Merci beaucoup pour cette anti-sèche. On se retrouve pour la récré tout à l'heure. Un jeune Anglais formidable, il n'est pas prince, mais il s'appelle Harry. Médoc ou pas Médoc, c'est le titre du livre de Jérémy Knebul, docteur Jérémy Knebul, grand oral, la suite. Sur les risques de l'automédication, c'est que les Français n'écoutent rien, ne lisent rien. Une notice, on s'en fiche. Une date de péremption, c'est pas grave. Rien ne va. Alors de dire que les Français ne lisent rien, je ne sais pas, mais effectivement il y a pas mal de négligence là-dessus. Je pense que c'est important de toujours faire attention à ce qui est noté sur la boîte. Oui, vous dites quand même dans le livre, excusez-moi, un Français sur 3 ne respecte ni la dose ni la dure. Vous avez raison, je suis abusif quand je dis les Français ne lisent pas. Enfin, un sur 3, c'est quand même 33%. Oui, c'est énorme, c'est important. Ne lisent donc ni la dose ni la durée de traitement recommandée. Oui, et en plus, on dit justement que les pharmaciens sont justement là pour, lors de la délivrance du médicament, d'indiquer encore une fois la posologie, la durée de traitement pour bien être sûr que ce soit compris. Et malheureusement, voilà, il y a encore une personne sur 3, donc ça reste énorme. Qui ne le fait pas. Alors le premier conseil que vous donnez quand on a un bobo, quand on a mal quelque part, alors évidemment quand il y a des trucs graves, on va chez le médecin, donc ça c'est l'évidence même. Mais sinon, c'est pas avant même de prendre un médicament, que ce soit des plantes ou un médicament chimique, vous dites déjà votre rythme de vie, votre équilibre, vous donnez plein de conseils en fait. Je pense que c'est super important. D'abord, plutôt que se jeter sur les médicaments, c'est important d'adopter des mesures hygiéno-diététiques. C'est important de savoir bien manger, de bien s'hydrater, d'avoir un bon sommeil. Et pour cela, il y a des actions à mettre en place. Il y a une certaine discipline aussi à avoir. La motivation ne suffit pas parfois, très souvent. Et je pense qu'avec déjà une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation et de manière générale un bon mode de vie, on peut déjà éviter... ça, c'est ce qui permet de rester en bonne santé. Effectivement. Voilà. Ensuite, vous semblez avoir une petite préférence pour les médecines, la phytothérapie, les plantes. Effectivement. En gros, nos grands anciens avaient votre grand-mère qui n'a pas pu devenir pharmacienne, elle avait des bons trucs, quoi. Effectivement, oui, c'est vraiment important. Alors, il faut pas mélanger tout ce on a souvent tendance à penser que tout ce qui est chimique est pas forcément bon pour la santé. Bon, les médicaments, c'est une balance bénéfice-risque, c'est pour ça qu'on les prescrit et que nous on les délivre pharmaciens. Mais je pense qu'on peut aussi aller sur le naturel, et attention, le naturel n'est pas forcément tout bien. Ce qui est important, c'est la dose et la durée de traitement. Comme disait Paracelse, il fut un temps, pas à l'époque de ma grand-mère, bien avant, mais c'est la dose qui fait le poison. Tout est poison, c'est la dose qui fait le poison. Donc c'est important d'avoir le bon grammage, de faire attention, prendre des précautions et faire surtout attention aux effets indésirables. Parce que voilà, on en parlait tout à l'heure, les INS, on peut avoir des effets alors, indésirables. INS, on va traduire, c'est les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Exactement, oui. Oui, je les connais par cœur. C'est bien, c'est Non, effectivement, c'est très très important de faire attention. Ça tape sur quoi, l'estomac? Oui, c'est ça. Alors, c'est toujours important de les prendre juste avant ou pendant les repas. C'est important parce que justement ça va attaquer au niveau de l'estomac. Il y a plein de, tous les médicaments ont des effets indésirables. C'est pas pour cela qu'il faut justement ne pas les prendre. C'est important. Mais d'abord, je préconise d'avoir une bonne hygiène de vie et une bonne alimentation, etc., etc. Pour chaque problème abordé, vous donnez donc des conseils avec et sans médicaments. C'est ça. Donnons quelques petits exemples parce qu'il y en a pour les maux de tête. Donc avant les INS, par exemple, on peut se masser le crâne. Oui, effectivement, et même je pense notamment au confort du patient. La personne qui peut avoir ne serait-ce que un masque réfrigérant ou un gant de toilette froid, parce que les masques c'est pas forcément sous la main comme ça, mais un gant de toilette froid pour avoir un petit peu de confort, se sentir un petit peu mieux, c'est important. Généralement, quand on a des maux de tête assez sévères, ça peut être très fréquemment accompagné de fièvre, donc aussi le gant de toilette froid, ça peut vraiment nous soulager. Et évidemment pour le paracétamol, donc les Doliprane, etc. Le paracétamol, c'est très important de respecter la dose. J'insiste beaucoup dessus sur le grammage, sur la durée de traitement, mais vraiment sur 24 heures, la dose recommandée c'est 3 grammes, donc 3 comprimés de 1000 mg.
comme ça. Et je vous connais. Il me regarde d'un genre, attends, lui, je sens qu'il est vraiment, passé programme. la dose maximale, c'est 4. La dose maximale, c'est 4 sur 24 heures. Mais maximale, attention. Sur le sommeil, vous avez plein de conseils, c'est un vrai problème pour les jeunes, on le sait. Oui. Même y compris les apnées du sommeil qui viennent normalement plus tard, ça peut aussi concerner les jeunes. Vous expliquez ça. Il y a aussi des astuces, par exemple, pour dormir sur le côté. Il y a des trucs pas super sympas d'ailleurs dans vos astuces. Dites-moi. Bon, la balle de tennis dans le dos, tous ces machins. Oui, effectivement. Bon, c'est moi qui ai écrit ça? Oui. Non. Ah ouais. Écoutez, c'est je là-dedans. pense que effectivement, Docteur ça l'est. Knebul. Ça l'est. Je l'assume. Non, ça peut être intéressant. Alors évidemment, pour l'apnée du sommeil, on a différentes méthodes. Moi, ce que je propose aussi, c'est très souvent, c'est de perdre quelques kilos. Alors voilà, l'apnée du sommeil, ça peut venir quand on est un peu plus âgé, fréquemment, et vraiment perdre quelques kilos, ça peut faire vraiment une grosse différence. Et ça, c'est des conseils qui reviennent extrêmement souvent. Et puis dans les problèmes de personnes plus âgées, mais qu'on peut rencontrer jeunes et on l'ignore parfois, les maladies cardiovasculaires. Oui, c'est vraiment pour l'hypertension artérielle, c'est quelque chose qui va nous toucher, qui nous touche déjà énormément, mais qui va nous toucher par la suite encore plus. Je crois qu'on a déjà, si je me trompe pas, 1 milliard d'hypertendus. C'est énormément. On est 8 milliards sur Terre, donc c'est 1/8. Je pense qu'on peut faire attention avec l'alimentation, avec le sport. Voilà, il y a un petit conseil qu'on nous donnait à l'époque. Enfin, moi, j'étais pas né, mais on nous disait de boire un petit verre de vin, ça fait toujours du bien de temps en temps. Non, je pense qu'il y a d'autres moyens. Vous savez qu'on en servait encore dans les écoles, dans les cantines. Oui, j'avais dans les années 70, si je me souviens son nom, on en avait parlé. Et c'est bien qu'on n'en sert plus d'ailleurs. Donc après voilà. Sauf du médoc, mais médoc ou pas médoc, donc pas médoc du tout, pas de verre de vin, c'est le médoc du médicament. Exactement. On retrouve Jérémy Knebul dans quelques instants après la récré pour la suite du grand oral. Petite récré, cher Guillaume, où on va parler, vous avez feuilleté le journal L'Actu, qui le 14 septembre dernier a mis à l'honneur un certain Harry. Pour une fois, c'est pas le prince, il a 18 ans. Non mais je dis ça parce que ça se passe en Grande-Bretagne, effectivement, vous venez de le dire, et qu'il a fait le tour de l'île en bateau électrique. Oui, effectivement, c'est un lycéen qui a effectué ce premier tour des côtes de la Grande-Bretagne. C'est une performance qui est inédite, et pour la cause environnementale. C'était vraiment son objectif. Une performance réalisée en famille, en plus, puisqu'ils étaient 3, il y avait sa mère, et il y avait également son cousin. Bateau électrique, bien sûr. 32 jours pour parcourir près de 3150 km à bord d'un navire semi-rigide. On est sur une sorte de type de Zodiac, si vous le voulez, mais avec un moteur électrique pour le côté environnemental, écologique. Et si on en parle, c'est que tout ça s'est bien passé, j'imagine. Effectivement, c'est ce que vous allez découvrir justement dans votre quotidien L'Actu du 14 septembre dernier. La nuit, pour tout vous expliquer comment il faisait, bien il s'arrêtait de port en port, en fait, pour se reposer, pour recharger là aussi ses batteries. L'objectif, c'était de promouvoir justement la navigation électrique et on en avait parlé ici même des gaz à effet de serre, à l'occasion de la journée mondiale de la protection de la couche d'ozone. Oui, réduire en fait effectivement nos gaz à effet de serre. Coup de chapeau donc au jeune Harry, 18 ans. Et petite précision, j'évoquais le 8 décembre. Il a vérifié. Et j'ai raison. Et il a raison. Donc, c'est le 8 décembre. Niveau mémoire, extraordinaire. Pas mal. Et arrêtez un peu tous ces médicaments que vous prenez là, c'est nul. Merci. On va continuer à en parler avec le docteur Jérémy Knebul. Merci beaucoup, grand oral. Dans les problèmes particuliers qui se posent aux jeunes, on le disait, il y a le rapport aux réseaux sociaux, aux fausses informations. Vous y êtes sur les réseaux sociaux, vous avez l'impression quand même que ça part dans tous les sens? Oui, clairement. Je pense que ça c'est beaucoup venu aussi avec TikTok, le format vidéo court. Il y a des gens qui s'improvisent un petit peu professionnels de santé. Alors moi, je le suis depuis peu, je suis quand même présent depuis quelques années. J'avais la légitimité d'être étudiant en santé, effectivement. Donc voilà, je n'étais pas n'importe qui. Là, j'ai un peu plus de légitimité. Ça arrive toujours à n'importe quel professionnel de santé de se tromper. Voilà, après, l'important, c'est de se corriger, de faire un petit disclaimer. Mais effectivement, ça part dans tous les sens. Je pense qu'on entend tout et n'importe quoi. Les gens... c'est quoi les indices, pardon de vous couper, mais c'est important que vous avez envie de donner, alors à la fois aux jeunes, mais ça vaut évidemment pour les moins jeunes, pour se dire là... On est en train de me raconter un truc un peu douteux. C'est difficile, c'est difficile. Je pense que ce qui est important, c'est de regarder qui est le créateur, qu'est-ce qu'il propose. Donc si on voit qu'il est médecin, qu'il est pharmacien, qu'il est dentiste, etc., là, on peut déjà avoir un minimum de confiance. Et puis la notoriété ne fait pas tout. On peut voir des créateurs de contenu qui ont beaucoup d'abonnés, des centaines de milliers, voire des millions, et qui peuvent raconter des balivernes. On a beaucoup de fake news. Donc je pense que le plus important, c'est de regarder si la personne est diplômée, si elle sait de quoi elle parle, et puis sinon de s'informer.
s'informer auprès de son médecin, de son pharmacien, même si c'est compliqué, je sais, d'avoir un rendez-vous chez le médecin. Les réseaux, ça ne fait pas tout. C'est bien d'entendre quelque chose, mais toujours confirmer auprès de son médecin traitant, d'un professionnel de santé. Et puis c'est compliqué, notamment dans certaines régions, d'avoir accès à des médecins. Il y a des déserts médicaux. Oui. Il y a même dans des endroits qui ne sont pas déserts médicaux du mal à avoir des rendez-vous. Le pharmacien, la pharmacienne, souvent, quand même, on arrive plus à lui parler. Et il ou elle est aussi docteur. Oui, effectivement, oui, bien sûr, 6 ans d'études. Alors moi, pour ma part, j'ai fait un double diplôme. J'ai un master 2 en analyse du médicament en supplément. Mais effectivement, tous les pharmaciens sont normalement diplômés docteurs en pharmacie et ont beaucoup de connaissances sur les médicaments et peuvent vraiment aider les patients sur ce domaine-là. Et ce que vous expliquez dans le bouquin, c'est que le rôle du pharmacien, c'est pas seulement de délivrer les médicaments, mais aussi de donner du conseil et aussi de donner du conseil sur les meilleurs remèdes naturels. C'est-à-dire qu'on dit que du conseil, c'est pas juste entre quelles marque de paracétamol on choisit, quoi. Non, effectivement, on a beaucoup de choses qu'on vend en pharmacie. Alors, faut faire évidemment bien attention de ce qu'on propose. Il faut toujours calculer un petit peu le bénéfice-risque. Ça dépend de chaque personne, chaque individu est différent. Donc, c'est important de regarder en fonction de ce que le médecin prescrit et demande, d'écouter son corps aussi, parce qu'il y a des choses qui peuvent être rejetées par n'importe quel être humain, et de regarder ce qui est vraiment bon pour soi. Vous, dans les réactions que vous avez sur les réseaux sociaux, on a dit que vous y étiez présent, voire omniprésent depuis quelque temps. Il y a des questions qui reviennent en permanence. Oui, il y a énormément. Par exemple, sur les mots du quotidien, c'est pour ça aussi. Ah oui, c'est pour ça que vous avez ciblé là-dessus. Et beaucoup la sexualité. J'étais assez surpris. J'ai beaucoup de gens. Alors à chaque fois, évidemment, quand je leur réponds, je leur dis évidemment que je ne suis pas médecin et que voilà, je peux fournir des conseils, mais ça n'abstient pas de faire une consultation. Et voilà, j'apporte donc les conseils en message privé. Les personnes qui nous écoutent actuellement peuvent n'hésitez pas à envoyer un petit message si vous avez des questions. Et évidemment, tout est dans le livre. C'est toute une partie très complète. Je vous donne quand même quelques titres. J'ai des rapports douloureux. Il y a la question de l'addiction que vous posez également. Il y a la question de la baisse de la libido qui peut arriver absolument à tous âges. Je rappelle que derrière, en amont de tout ça, vous commencez quand même en donnant des conseils qui renvoient à nos comportements, un peu à la psychologie. Au fond, le bon pharmacien est un peu psy aussi. Effectivement. Alors j'en parle aussi dans le thème de la sexualité de manière générale. On a aussi des problèmes d'éjaculation précoce, pardon. Absolument. Voilà, l'impuissance. Ce sont des choses qui concernent énormément de personnes. On a peur d'en parler. Et je pense que le souci vient surtout aussi de quelque chose de mental. C'est important de gérer le stress. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est ça. Le pharmacien est là pour aussi apporter des conseils sur comment gérer son stress, comment gérer tout ce qui est mental, psychologie. Et je pense qu'avec des corrections, des améliorations sur ce point-là, on peut déjà faire beaucoup de choses. Et sur le stress, il se trouve que j'y suis. Premier conseil, respecte la base, l'activité physique, l'alimentation. C'est ce que vous avez dit au tout début de notre entretien. Éviter l'alcool, la nicotine et bien dormir. Avec ça, on est quand même nettement moins malade. Et il y a des petits encadrés fake news. Et par exemple, si je garde l'exemple du stress, le stress c'est toujours mauvais, non? Non, ça peut être un bon stress. Là, avant de venir, j'ai un petit stress. Voilà. Non. Si, ça m'arrive. C'est pas vrai. Et pourtant, j'ai l'habitude de la caméra. Mais voilà, c'est une première sur School TV. J'adore. J'adore l'émission. Vous êtes docteur. Oui, mais vous êtes super légitime normalement. Bien sûr. Non, mais il y a toujours un petit stress de s'adresser à des gens, même si voilà, ça fait quelques années. Mais c'est un bon stress. C'est ce qui me permet d'être au taquet. Docteur JFK, on va accueillir dans quelques instants une nouvelle question. Sur Médoc ou pas Médoc, vous m'avez dit j'aimerais bien avoir une sorte de mot de la fin. Oui, effectivement. Alors j'aimerais m'adresser. Je sais pas ce qu'il va dire. Je vous ferai rien du tout. Non, vous inquiétez pas, il y aura. D'accord. De particulier. Non, j'aimerais m'adresser à toutes les personnes qui nous écoutent. Je pense que c'est important de prendre sa santé en main. Comme je vous le disais tout à l'heure, on est avec un capital santé et ce sont nos choix qui vont déterminer si on va conserver ou non ce capital santé pour améliorer notre espérance de vie. C'est important d'adopter les bons réflexes, donc avoir une bonne alimentation, un bon sommeil. J'en parle dans ce livre, c'est un bon investissement. Je pense que c'est quelque chose à prendre en compte. Et effectivement, si vous voulez aussi des conseils gratuits, c'est toujours intéressant de me suivre sur les réseaux sociaux Dr JFK, JFK. Si les gens veulent aussi m'envoyer des messages, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Voilà, super. Merci en tout cas pour l'invitation. En regardant la caméra, quel grand professionnel. On dirait que j'ai fait ça tout le temps. Docteur en pharmacie et grand comédien, homme de télé, Jérémy F. Knebul, Jérémy Fitzgerald Knebul. Vous regardez ou réécoutez toute l'émission pour savoir, parce qu'on l'a donné le vrai prénom, je ne leur donnerai pas une deuxième fois. Je l'ai trouvé assez vite quand même. Oui, félicitations. Vous restez avec nous, on va accueillir maintenant Amélie Paris, les années collège. J'ai été imprécis, ça m'arrive. Je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Amélie, bonjour. Bonjour. J'ai dit 25 ans, 24 peut-être même de Pokémon, mais n'importe quoi. C'est 25 ans de la série animée des Pokémon, et encore c'est les 25 ans en France des Pokémon. C'est en septembre 1999 que ça débarquait, et un mois plus tard commençait la Pokémania qui ne s'est jamais arrêtée. Les ados d'aujourd'hui sont encore fous des Pokémon, puisque je rappelle que vous êtes professeur de documentariste au Collège Maurice Utrio à Paris dans le 18e arrondissement. Exactement, mais il faut avouer quand même qu'elles sont mignonnes, ces créatures
créatures imaginaires, donc entrées dans nos vies il y a plusieurs décennies pour ne plus jamais en sortir. Alors qu'on s'y intéresse ou non, on a quand même notre préféré, comme le plus connu, Pikachu, avec sa queue en forme d'électricité, ou encore Evoli ou Dracofeu. Et donc les Pokémon, on les a découverts, enfin certains les... On a un invité qui a l'âge des Pokémon. C'est qui votre préféré? Enfance, Pikachu. Ok. Merci. D'accord, ils ont été découverts donc pour certains grâce aux jeux vidéo. Exactement, grâce aux jeux vidéo, puis plus tard par la diffusion de la série animée sur Fox Kids d'abord, il y a donc 25 ans, puis sur TF1. Encore plus tard, en 2016, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec le jeu lancé sur tablette Pokémon Go, sans oublier évidemment le fameux Pokémon Trading Card Game, ces milliers de cartes à jouer et à collectionner à l'effigie des petits monstres. Alors il y a les cartes, les GX, les X, les VMAX, que vous avez forcément vues, mais qui restent difficilement compréhensibles pour les gens d'un certain âge. Vous venez de me qualifier de gens d'un certain âge. Non, je On en suis comme reparlera vous, tout à l'heure. Qu'ont-elles ces cartes de si particuliers que j'ai vues entre les mains de mes enfants il y a quelques années? À première vue, rien. Ce sont des petites cartes en carton toutes simples. Et dessus, on retrouve donc les fameuses bestioles fantastiques. Mais il y a des cartes très rares comme le Pikachu Illustrator, qui vaut plusieurs centaines de milliers d'euros. Ah oui, quand même. Et oui, certaines cartes se vendent 300, 400 000 euros en fonction de leur rareté, de l'édition. Certains rappeurs américains fans des Pokémon font monter les enchères en achetant les cartes de leur enfance. Et puis, pendant le confinement, il y a beaucoup d'adultes qui sont allés rechercher leurs cartes Pokémon. Ça a entraîné une très grosse activité sur les sites de revente en ligne. Les influenceurs s'y sont mis... On va tous mourir, il y a le Covid. À quoi ça sert? J'ai été idiot, baf, je balance. Les influenceurs s'y sont mis en ouvrant des paquets de cartes en live. En live, il y a eu un véritable engouement, ce qui a entraîné un manque, une pénurie, un manque, donc forcément la convoitise et puis la hausse des prix. Alors en France, il y a même une société, la société PCA, qui va évaluer les cartes, donc il y a un réel marché, si bien que le magazine économique américain Forbes conseille d'investir dans les cartes Pokémon, donc réfléchissez avant de les échanger. D'accord, une Pokémonia qui touche absolument tout le monde, donc les ados de votre collège, mais pas que. Non, pas que, parce que cet amour commence très jeune. Souvent, on commence à les échanger sous le préau de l'école élémentaire, et c'est même une cause de violence, de bagarre et de raquettes, au point que certains chefs d'établissements dépassés par la folie Pokémon interdisent leur circulation. Alors au collège, on les emmène plus, on les conserve plutôt dans la chambre, à 600 000 euros la carte. Dans un petit classeur, mais oui, c'est ça, on évalue son bien. Alors parfois, il y en a une, deux qui tombent d'un cartable d'un élève de 6e, mais n'oublions pas quand même qu'au collège, en tout cas entre 13 et 18 ans, le regard des autres pèse beaucoup, donc on préfère les cacher pour mieux les ressortir une fois adultes. On fait un petit retour sur l'histoire pour terminer, qui est à l'origine de cette folle aventure et de cette licence qui est la plus rentable au monde, loin devant Star Wars, loin devant même Harry Potter. Qui imaginerait cela? Eh bien, c'est un jeune japonais du nom de Satoshi Tajiri qui est né en 1959. Alors, il a grandi dans la banlieue de Tokyo à une époque où la nature y était encore omniprésente et il adorait capturer les insectes, notamment les scarabées. Il aimait bien les échanger. Plus tard, il découvre les jeux vidéo. Il adore y jouer, mais il adore aussi les comprendre. Et donc, il va réunir ces deux passions et il va lancer son jeu où il va falloir attraper des insectes qui deviendront les petites créatures imaginaires. Alors, ces créatures, il va falloir s'attacher à elles, les élever, les opposer. Et donc, il va créer une véritable hiérarchie entre elles avec des pouvoirs. Donc, dès la sortie en 1996, le jeu cartonne. Quelques années plus tard, la série animée sort en France. C'était donc il y a 25 ans, après 1200 épisodes. Donc, Pikachu et ses amis continuent de traverser les générations. Ils ont encore de belles années devant eux, apparemment, même si la série animée initiale, je crois qu'elle s'est arrêtée en 2023. Elle s'est arrêtée en 2023, exactement. Merci pour cette histoire. Vous avez quelques Pikachu à 500 000 euros? Non, malheureusement. Bon, il va falloir vendre quelques exemplaires de Médoc ou pas Médoc, mot du quotidien sommeil. Sexualité, santé mentale, ça vient de sortir, c'est chez Dr Good et Solar, les bons réflexes pour prendre soin de sa santé plutôt que de se jeter sur les cachets. Et on vous suit évidemment, Dr JFK sur les réseaux sociaux. Merci de nous avoir accompagnés. Merci Amélie. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission, Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec à la préparation, avec également Aude Kini et Dylan Coller qui sont en régie, avec au son aujourd'hui Ulysse Touré et Saïd, mais non, c'est le contraire, avec Saïd Mamou au son et Ulysse Touré à la réalisation. Voilà, vous avez tout chamboulé, vous m'avez pas prévenu. Vous restez sur School TV et vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux. Et également, vous retrouvez Dr JFK dans ce grand oral sur notre tout nouveau podcast.